Dans la lumière pâle d'un matin qui semblait suspendu entre calme et inquiétude, le quartier du Mistral se réveillait lentement, sans encore mesurer à quel point certaines existences allaient vaciller. Ophélie, quant à elle, restait enfermée dans une spirale intérieure qu'elle ne parvenait plus à contrôler, comme si son esprit lui échappait peu à peu sans qu'elle puisse retenir les fragments de réalité qui s'effritaient. Pendant ce temps, dans un autre coin du Mistral, Jennifer avançait elle aussi sur un fil fragile, oscillant entre doute et besoin de certitude, incapable de se projeter clairement dans un avenir qui lui semblait soudain trop vaste. La conversation qu'elle avait eue la veille continuait de résonner en elle, comme une question sans réponse, insistante et presque oppressante. C'est alors que, déterminé à lui apporter une direction, Isaac franchit un pas qu'il jugeait nécessaire, animé par une conviction profonde qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Il tendit à Jennifer un dossier d'inscription pour une formation d'infirmière, persuadé qu'il lui offrait là une opportunité capable de donner un sens concret à ses hésitations. Face à ce geste, Jennifer sentit une résistance instinctive monter en elle, comme une barrière invisible qu'elle refusait de laisser franchir, même par quelqu'un de bien intentionné. Elle prit le dossier, l'observa brièvement, puis le lui rendit avec douceur, mais aussi avec une fermeté qui traduisait son besoin de rester maîtresse de ses choix, même au cœur du doute. Dans son regard, une détermination silencieuse se mêlait à une fatigue émotionnelle difficile à ignorer, comme si chaque suggestion extérieure devenait une pression supplémentaire sur une décision qu'elle n'était pas encore prête à prendre. Elle lui fit comprendre qu'elle devait trouver seule sa voie, sans être guidée, même si cette liberté avait un goût amer. Quelques heures plus tard, à l'heure du déjeuner, Jennifer retrouva Babette et Léa, espérant trouver auprès d'elle un espace plus apaisé, où ses incertitudes pourraient être accueillies sans jugement. Très vite, la conversation dériva vers son avenir, et la question des études refit surface avec une intensité inattendue. Babette, avec son expérience et sa lucidité, ne laissa place à aucune ambiguïté, affirmant que Jennifer avait tout à gagner à reprendre une formation, notamment dans le domaine infirmier. Léa, de son côté, confirma cette idée avec une conviction similaire, comme si toutes deux voyaient en elle un potentiel qu'elle-même refusait encore d'accepter. Face à cet élan de soutien, Jennifer sentit son assurance vaciller, non pas par rejet, mais parce que ses paroles faisaient écho à une possibilité qu'elle avait enfouie en elle. Elle resta silencieuse un instant, absorbée par cette projection d'un futur qui lui faisait à la fois peur et envie. Babette alla même plus loin, proposant de l'aider à préparer le concours, comme si elle souhaitait lui tendre une main concrète, capable de transformer les mots en action. Cette proposition, loin de rassurer totalement Jennifer, éveilla en elle un mélange de gratitude et d'angoisse, car accepter cette aide reviendrait à s'engager réellement. Dans cet instant suspendu, Jennifer comprit que sa décision ne pourrait plus être éternellement repoussée. Quelque chose devait basculer, tôt ou tard, et ce choix ne concernerait pas seulement une formation, mais l'image qu'elle avait d'elle-même, et la manière dont elle souhaitait construire sa place dans le monde. Pendant ce temps, au commissariat, une toute autre ambiance régnait, plus légère en apparence, mais révélatrice d'autres tensions plus subtiles. Morgane se retrouvait au centre des plaisanteries de ses collègues, Idriss et Stanislas, qui prenaient un malin plaisir à pointer ses petites habitudes quotidiennes. Leurs remarques, bien que teintées d'humour, mettaient en lumière une rigueur presque mécanique chez Morgane, notamment cette pause café de 11h30 qu'elle respectait avec une précision quasi obsessionnelle. À l'heure exacte, elle apparaissait toujours, tasse à la main, comme si ce rituel était une encre indispensable dans sa journée. Les éclats de rire qui accompagnaient ces taquineries semblaient anodins, mais ils révélaient aussi une facette de Morgane qu'elle ne pouvait ignorer. Ce besoin de contrôle, de structure, de repères fixes, qui la rassurait mais qui pouvait aussi l'enfermer dans un cadre rigide. Derrière son sourire, elle sentit pourtant un léger malaise s'installer, comme si ses remarques venaient toucher quelque chose de plus profond qu'une simple habitude. Elle se demanda, presque malgré elle, si cette rigidité ne dépassait pas le cadre professionnel pour s'immiscer dans sa vie personnelle. En fin de journée, cherchant à mettre des mots sur ce trouble naissant, Morgane rejoignit sa sœur Laura à la plage, dans un décor où le bruit des vagues contrastait avec l'agitation intérieure qui la traversait. Le cadre apaisant ne suffisait pas à calmer ses pensées, mais il lui offrait au moins un espace pour les exprimer. Au fil de la discussion, elle se livra avec une sincérité inhabituelle, évoquant les événements récents et surtout ce qu'elle ressentait face à sa relation avec Baptiste. Ce qui devait être léger et spontané lui apparaissait désormais comme un terrain instable, où elle ne parvenait pas à lâcher prise. Elle réalisa alors que son besoin de contrôle, si utile dans son travail, devenait un frein dans sa vie sentimentale. Elle avait du mal à se laisser porter, à accepter l'imprévu, à vivre une relation sans en analyser chaque détail, chaque geste, chaque parole.
Cette prise de conscience, bien que lucide, ne lui apporta pas immédiatement de solution. Au contraire, elle accentua son doute, la poussant à se demander si elle était réellement compatible avec Baptiste, dont la nature semblait bien plus libre, plus spontanée, presque opposée à la sienne. Dans le même temps, au pavillon des fleurs, Luna observait avec une attention mêlée d'inquiétude l'évolution du travail en cours. Les tâches avançaient lentement, et un détail ne lui échappa pas. Baptiste n'avait pas terminé ce qu'il avait prévu, laissant certaines choses en suspens. Très vite, elle comprit que cette lenteur n'était pas due à un manque de compétences, mais à une distraction nouvelle, liée à la présence de Morgan dans sa vie. Le jeune homme avait consacré une partie de son après-midi à cette relation naissante, au détriment de ses responsabilités. Cette situation fit naître chez Luna une inquiétude légitime, car elle savait à quel point un déséquilibre entre vie personnelle et obligation pouvait avoir des conséquences durables. Elle ne jugeait pas Baptiste, mais elle percevait déjà les risques d'une implication trop intense, trop rapide. À cet instant, une question restait en suspens. Cette histoire d'amour serait-elle une source d'épanouissement ou, au contraire, un élément perturbateur capable de fragiliser les fondations que Baptiste avait construites avec tant d'efforts? Pendant ce temps, au Mistral, Aya rapportait à Thomas un événement qui avait profondément marqué Ophélie, révélant à quel point son état mental continuait de se dégrader. Selon ses dires, la jeune femme avait aperçu Hugo Basque sur la place, déclenchant une réaction de panique incontrôlable. La simple évocation de ce nom suffisait à faire surgir une tension palpable, comme si une menace invisible planait encore sur elle. Aya expliqua la situation à Charlie, la nouvelle serveuse, qui découvrait peu à peu les histoires complexes liées aux habitants du quartier, sans en connaître les zones les plus sombres. Dans ce récit, Hugo apparaissait comme une figure du passé, un ancien compagnon d'Ophélie, mais la réalité était bien plus trouble, marquée par des événements que peu de personnes connaissaient réellement. Cette ignorance partielle ajoutait une dimension presque inquiétante à l'ensemble. Pendant ce temps, chez les Kepler, Ophélie tentait de retrouver un semblant de stabilité, malgré les images persistantes qui hantaient son esprit. Elle commençait à douter de ce qu'elle avait vu, se demandant si son cerveau ne lui avait pas joué un tour, brouillant la frontière entre réalité et illusion. Ce doute, loin de la rassurer, accentuait son malaise, car il remettait en question sa propre perception du monde. Ne plus être certaine de ce qu'elle voyait devenait une source d'angoisse bien plus profonde que la peur elle-même. Elle informa sa mère qu'elle devait se rendre à un nouvel interrogatoire, mais Vanessa, attentive et inquiète, ne put s'empêcher de considérer cette convocation comme une mauvaise idée. Elle percevait la fragilité d'Ophélie et redoutait les conséquences d'une pression supplémentaire. Dans ce climat tendu, chaque décision semblait lourde de conséquences, comme si le moindre choix pouvait faire basculer l'équilibre déjà précaire dans lequel Ophélie tentait de se maintenir. Rien n'était simple, rien n'était certain, et l'ombre du passé continuait de planer sur chacun de ses gestes. Plus tard, alors que la journée avançait avec une lenteur presque trompeuse, Ophélie ressentait un épuisement qui ne relevait pas seulement du physique, mais d'un trouble plus profond, comme si son esprit refusait désormais de coopérer avec la réalité. Chaque pensée semblait fragmentée, instable, incapable de s'ancrer dans quelque chose de solide. C'est dans cet état fragile qu'elle se rendit au cabinet médical du Mistral, cherchant une forme de validation extérieure à ce qu'elle vivait intérieurement. Le simple fait de franchir la porte lui donna l'impression de pénétrer dans un espace où la vérité pourrait enfin être nommée, ou au moins apaisée. Gabriel Riva l'accueillit avec une attention mesurée, habitué à percevoir les signes que d'autres ignoraient. Dès les premiers instants, il remarqua la fatigue qui marquait ses traits, mais aussi cette tension diffuse qui trahissait une inquiétude plus profonde que ce qu'elle exprimait. Lorsqu'il prit sa tension, le constat fut immédiat. Elle était anormalement basse, signe d'un épuisement physique mais aussi, possiblement, émotionnel. Il lui recommanda de se reposer, de ralentir, comme si quelques mots pouvaient suffire à réparer une faille bien plus complexe. Face à lui, Ophélie sentit une hésitation l'envahir, comme si elle se tenait au bord d'un aveu qu'elle n'était pas prête à formuler. Pourtant, dans ce moment suspendu, elle choisit de briser le silence, laissant échapper une confession qui résonna avec une sincérité troublante. Depuis plusieurs jours, expliqua-t-elle, elle avait la sensation de devenir folle, de perdre le contrôle sur ce qu'elle percevait, comme si son esprit lui jouait des tours impossibles à distinguer de la réalité. Chaque mot semblait peser lourd, comme une tentative désespérée de se raccrocher à quelque chose de concret. Gabriel l'écouta sans l'interrompre, conscient que ce type de confidence ne pouvait être traité avec légèreté. Il ne valida pas immédiatement ses craintes, mais ne les rejeta pas non plus, préférant maintenir un équilibre fragile entre écoute et prudence médicale.
Dans cet échange, Ophélie ne trouva pas de réponse claire, mais elle ressentit malgré tout un léger apaisement, comme si le simple fait d'avoir mis des mots sur son trouble lui permettait d'en alléger momentanément le poids. Pourtant, au fond d'elle, le doute persistait, insidieux. Une fois le certificat médical établi, la situation prit une dimension plus stratégique, presque calculée. Ulysse, conscient de l'importance de ce document, se chargea de le transmettre au commissariat, avec une précision qui ne laissait rien au hasard. Au poste de police, la réception de ce certificat modifia immédiatement la dynamique de l'enquête. Les enquêteurs, confrontés à cet élément médical, durent reconnaître que la principale suspecte dans l'affaire Hugo Basque ne pouvait plus être interrogée dans l'immédiat. Cette suspension, loin d'apaiser les tensions, éveilla de nouveaux soupçons, en particulier chez Ariane, dont l'instinct ne laissait guère de place au doute. Pour elle, cette incapacité soudaine à interroger Ophélie ne faisait que renforcer l'idée qu'elle cachait quelque chose. Dans son regard, une détermination froide s'installait, nourrie par l'expérience et par une intuition difficile à ignorer. Elle voyait dans cette situation non pas un obstacle, mais une preuve supplémentaire que la vérité restait enfouie, dissimulée derrière une façade de fragilité. Pendant ce temps, loin du tumulte du commissariat, la soirée s'installait lentement chez les Kepler, enveloppant la maison d'un calme apparent qui contrastait avec les tensions invisibles qui y circulaient. Vanessa et Ulysse se retrouvèrent face à face, partageant une inquiétude qu'ils ne pouvaient plus contenir. Leur conversation, d'abord prudente, se transforma rapidement en un échange plus direct, où chacun exprimait ses craintes concernant Ophélie. Ils ne reconnaissaient plus celle qu'elle était autrefois, comme si une partie d'elle s'était perdue en chemin. Pour Vanessa, cette transformation était insupportable, car elle touchait à ce qu'elle avait de plus précieux. Elle ne voyait plus seulement une fille en difficulté, mais une identité qui se fragmentait, menacée par un passé qu'elle croyait enfoui. Ulysse, de son côté, adoptait une posture plus analytique, cherchant à comprendre les causes de cette dégradation. Très vite, un nom s'imposa dans leur discussion, comme une évidence impossible à ignorer, Hugo Basque. Pour eux, il ne faisait aucun doute que cet homme, qu'il soit vivant ou non, restait au centre de tout. Sa présence, même incertaine, semblait suffire à déstabiliser Ophélie, à réveiller des peurs qu'elle ne parvenait plus à contenir. C'est alors qu'une décision s'imposa progressivement, comme une nécessité plutôt qu'un choix. Il devait retrouver Hugo, coûte que coûte, afin de mettre un terme à cette spirale. Cette résolution, bien que ferme, reposait sur une incertitude fondamentale. Et s'il n'était plus en vie? Pendant ce temps, la nuit s'étendait sur le Mistral, apportant avec elle une atmosphère plus lourde, presque oppressante. Dans sa chambre, Ophélie tentait de trouver le repos, mais son sommeil restait fragile, perturbé par des pensées qui refusaient de s'apaiser. Le silence, d'abord rassurant, devint peu à peu inquiétant, comme s'il cachait quelque chose d'indéfinissable. Chaque bruit, chaque mouvement de l'air semblait amplifié, transformé en menace potentielle par un esprit déjà fragilisé. C'est alors qu'un élément inattendu vint briser cette tranquillité précaire. Une boîte à musique se déclencha soudainement, diffusant une mélodie douce mais étrange, presque irréelle dans ce contexte nocturne. Le son, pourtant léger, eut sur elle un effet profondément perturbant. À peine réveillée par cette musique, elle sentit une tension monter en elle, comme si quelque chose d'anormal était en train de se produire. Le calme apparent de la pièce ne suffisait pas à la rassurer, bien au contraire. Quelques secondes plus tard, un bruit violent de volets claquant contre le mur la fit sursauter, brisant définitivement toute illusion de sécurité. Le cœur battant, elle se leva, poussée par un mélange de peur et de nécessité, incapable de rester immobile face à ce désordre soudain. Chaque pas qu'elle faisait dans la pièce semblait plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus difficile à traverser. Elle s'approcha de la fenêtre, déterminée à refermer le volet, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais au moment précis où elle tendit la main, quelque chose bascula, sans qu'elle ait le temps de comprendre ce qui se passait. Une présence surgit derrière elle, brutale, inattendue, annihilant toute possibilité de réaction immédiate. L'instant d'après, un individu l'attaqua, la saisissant avec une violence qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Un sac plastique fut plaqué contre son visage, coupant sa respiration et transformant la panique en urgence vitale. Dans cette lutte désespérée, chaque seconde devint une éternité, chaque mouvement une tentative de survie face à une force qui semblait déterminée à l'anéantir. Son esprit, déjà fragilisé, fut submergé par une terreur absolue, où plus rien n'existait en dehors de ce combat. Et dans l'obscurité de cette chambre devenue piège, une seule question restait suspendue, aussi brutale qu'inévitable:
Ophélie parviendrait-elle à survivre à cette tentative de meurtre, ou venait-elle d'atteindre le point de rupture de son destin? À ce moment-là, dans l'obscurité étouffante de la chambre, le temps sembla se distordre autour d'Ophélie, comme si chaque seconde s'allongeait à l'infini, transformant son combat en une lutte irréelle contre une présence qu'elle ne parvenait même pas à identifier clairement. Le sac plaqué contre son visage annihilait peu à peu toute respiration, tandis que son corps se débattait avec une énergie désespérée. Dans cette confusion extrême, son esprit vacilla entre instinct de survie et vertige total, incapable de structurer une pensée cohérente. Les images de ces derniers jours, déjà fragmentées, se mêlèrent à la peur immédiate, créant une sensation d'irréalité presque totale, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Pourtant, dans cet état de panique, une réaction instinctive prit le dessus. Ses mains cherchèrent à repousser l'attaque, à créer un espace, même infime, entre elle et cette menace oppressante. Chaque geste était maladroit, précipité, mais chargé d'une volonté farouche de survivre. Dans le même temps, ailleurs dans la maison, le silence nocturne restait intact, indifférent à la violence qui se déroulait à quelques mètres. Aucun bruit suffisamment distinct ne parvenait à alerter Vanessa ou Ulysse, comme si l'attaque elle-même se déroulait dans une bulle isolée, coupée du reste du monde. Cette absence de réaction extérieure renforçait la dimension tragique de la scène, laissant Ophélie seule face à son agresseur, dans un face-à-face où chaque seconde comptait. La lutte devenait inégale, non seulement par la force physique, mais aussi par l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait déjà. Progressivement, l'air se fit plus rare, et avec lui, la capacité d'agir. Ses mouvements perdirent en intensité, non par abandon, mais par épuisement, comme si son corps refusait de suivre la volonté de son esprit. La frontière entre résistance et effondrement devenait de plus en plus floue. Dans cet instant critique, un détail inattendu vint perturber l'équilibre de l'attaque. Un mouvement brusque, involontaire ou provoqué, créa un léger déséquilibre entre Ophélie et son agresseur, ouvrant une brèche, aussi fragile soit-elle, dans cette situation désespérée. Profitant de cette faille, elle tenta de se dégager, de reprendre le contrôle, même brièvement. Cette réaction, bien que faible, marqua un tournant, car elle traduisait une résistance qui refusait de s'éteindre complètement, malgré la peur et l'épuisement. Pendant ce temps, dans le reste du quartier, la nuit poursuivait son cours, ignorante de ce drame silencieux. Les lumières s'éteignaient peu à peu, les rues se vidaient, et le Mistral semblait plongé dans une tranquillité trompeuse, loin de la violence qui se jouait derrière les murs des Kepler. Dans un autre registre, Jennifer, elle, restait éveillée, incapable de trouver le sommeil, comme si les paroles échangées dans la journée continuaient de tourner en boucle dans son esprit. La proposition de Babette, les encouragements de Léa, tout cela formait un écho persistant qu'elle ne parvenait pas à faire taire. Allongée dans le silence de sa chambre, elle repassait chaque instant, chaque argument, cherchant à comprendre ce qui la retenait réellement. Ce n'était pas un manque de capacité, ni même un refus catégorique, mais plutôt une peur diffuse de s'engager dans une voie qui changerait profondément sa vie. Elle se demandait si son refus face à Isaac n'était pas une réaction de défense, une manière de préserver une liberté qu'elle associait à son identité. Pourtant, cette même liberté commençait à lui apparaître comme une forme d'immobilisme, presque une fuite déguisée. Dans ce questionnement, elle réalisa que le regard des autres, bien que bienveillant, influençait plus qu'elle ne le souhaitait sa perception d'elle-même. Elle oscillait entre le désir de prouver qu'elle pouvait décider seule et le besoin d'être rassurée dans ses choix. Cette contradiction intérieure la maintenait dans un état d'incertitude constant, où chaque option semblait à la fois juste et risquée. Elle comprenait que le véritable enjeu n'était pas seulement professionnel, mais profondément personnel. Pendant ce temps, Morgane, de son côté, revivait mentalement sa conversation avec Laura, analysant chaque mot, chaque réaction, comme si elle cherchait à y déceler une vérité cachée. Ce besoin d'analyse, presque automatique, l'empêchait de ressentir pleinement ce qu'elle vivait. Elle repensait à Baptiste, à sa manière d'être, à cette légèreté qui la séduisait autant qu'elle l'inquiétait. Elle se demandait si cette différence était une richesse ou un obstacle, incapable de trancher entre ces deux perceptions opposées. Dans son esprit, une question revenait avec insistance, pouvait-elle aimer sans tout contrôler? Cette interrogation, simple en apparence, révélait une difficulté bien plus profonde, liée à sa manière d'appréhender le monde et les relations. Elle comprenait que lâcher prise impliquait une forme de vulnérabilité qu'elle n'était pas certaine de pouvoir assumer. Pourtant, refuser cette ouverture risquait de compromettre une relation qui, malgré tout, lui apportait quelque chose de nouveau.
Dans le même temps, Baptiste, lui, ne mesurait pas encore pleinement les conséquences de son implication émotionnelle. Pris dans l'élan de cette relation naissante, il se laissait porter par ses sentiments, sans anticiper les répercussions possibles sur son travail. Cette différence d'approche entre lui et Morgan dessinait déjà les contours d'un déséquilibre, subtil mais réel, qui pourrait à terme devenir une source de tension. Lui avançait avec spontanéité, elle avec prudence, voire retenue. Au pavillon des fleurs, les tâches laissées inachevées devenaient le reflet concret de cette distraction. Ce qui, au départ, semblait anodin prenait progressivement une signification plus large, révélant un changement dans ses priorités. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane restait focalisée sur l'affaire Ophélie, incapable de détourner son attention de cette intuition persistante. Pour elle, les éléments ne s'alignaient pas de manière cohérente, et chaque incohérence alimentait son scepticisme. Le certificat médical, loin de clore une piste, ouvrait au contraire de nouvelles interrogations. Elle voyait dans cette incapacité à interroger Ophélie une forme de protection involontaire, voire stratégique, qui empêchait d'accéder à la vérité. Son expérience lui dictait de ne pas se fier aux apparences, surtout lorsque celles-ci semblaient trop évidentes. La fragilité d'Ophélie pouvait être réelle, mais cela n'excluait pas qu'elle dissimule quelque chose d'essentiel. Dans cette logique, Ariane se préparait déjà à poursuivre ses investigations autrement, cherchant des indices là où les réponses directes lui étaient refusées. Sa détermination, presque obstinée, la poussait à ne rien laisser au hasard. Pendant ce temps, dans la chambre d'Ophélie, la lutte atteignait un point critique. Son corps, épuisé, peinait à répondre, mais son instinct refusait de céder complètement. Dans un ultime effort, elle tenta de se libérer, portée par une volonté qui dépassait la simple logique. Dans cet instant suspendu, où tout semblait pouvoir basculer, la situation restait incertaine, fragile, comme si la vie d'Ophélie ne tenait plus qu'à un fil invisible, prêt à céder à tout moment. Et dans cette obscurité oppressante, une seule réalité s'imposait. Ce qui se jouait ici dépasserait largement une simple agression, car les conséquences de cet instant allaient résonner bien au-delà de cette nuit, dans les vies de tous ceux qui gravitaient autour d'elle. Dans ce moment critique où le souffle d'Ophélie semblait suspendu à une force invisible, son corps trouva pourtant une dernière réserve d'énergie, comme si quelque chose en elle refusait catégoriquement de céder. Ses gestes devinrent plus désordonnés, mais aussi plus déterminés, guidés par un instinct primaire qui surpassait toute logique. À cet instant précis, une résistance inattendue perturba l'agresseur, dont la prise se relâcha légèrement, créant une ouverture infime mais décisive. Ophélie, dans un réflexe presque désespéré, parvint à dégager partiellement son visage, aspirant une bouffée d'air qui lui brûla la gorge mais raviva sa conscience. Ce retour brutal à la respiration transforma la peur en une urgence lucide, où chaque seconde comptait désormais double. Elle tenta de repousser son assaillant avec plus de précision, cherchant non plus seulement à survivre, mais à se libérer totalement de cette emprise. Dans la pénombre de la chambre, les silhouettes se mêlaient, rendant la scène confuse, presque irréelle. L'agresseur, surpris par cette réaction, sembla hésiter un instant, comme si l'issue qu'il croyait certaine lui échappait progressivement. Profitant de ce moment de flottement, Ophélie réussit à se dégager suffisamment pour s'éloigner de quelques pas, le cœur battant à une vitesse incontrôlable. Chaque inspiration devenait douloureuse, mais aussi essentielle, comme une victoire fragile contre l'étouffement qui menaçait de l'engloutir. L'individu, comprenant que la situation lui échappait, ne tenta pas de prolonger l'affrontement. Dans un mouvement brusque, il se retira, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui une pièce chargée d'une tension presque palpable. Ophélie resta immobile quelques secondes, incapable de comprendre immédiatement ce qui venait de se produire. Son corps tremblait, ses mains cherchaient un appui, tandis que son esprit tentait de reconstruire le fil des événements, encore brouillé par la panique. Ce n'est qu'après un moment qu'elle prit pleinement conscience de la gravité de la situation. Ce qu'elle avait vécu n'était ni une illusion ni un simple débordement de son imagination, mais une attaque réelle, violente, qui venait confirmer que le danger était bien présent. Dans cette realization brutale, une peur plus profonde s'installa, car elle comprenait désormais que ce qu'elle redoutait n'était pas uniquement dans sa tête. Quelqu'un l'avait réellement prise pour cible, dans un espace censé être le plus sûr. Pendant ce temps, ailleurs dans la maison, le calme nocturne commençait lentement à se fissurer, non pas par un bruit distinct, mais par une sensation diffuse, comme si quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Vanessa, bien que plongée dans le sommeil, ressentit une agitation confuse. Ce trouble, difficile à définir,
la poussa à se réveiller progressivement, sans comprendre immédiatement l'origine de cette inquiétude. Elle resta quelques instants immobile, à l'écoute, tentant de capter un indice qui justifierait ce malaise. De son côté, Ulysse, également dans sa chambre, était encore éveillé, absorbé par ses pensées liées à la situation d'Ophélie. Il ne percevait pas encore ce qui venait de se produire, mais une tension latente le maintenait dans un état de vigilance inhabituel. Dans le même temps, Ophélie, encore sous le choc, tenta de retrouver un semblant de contrôle. Elle se dirigea vers le mur, cherchant un point d'appui, tandis que ses jambes semblaient prêtes à céder sous le poids de l'émotion et de l'effort. Elle observa la pièce autour d'elle, comme si elle la découvrait pour la première fois, cherchant des traces, des indices, quelque chose qui pourrait prouver que cette attaque avait bien eu lieu. Mais tout semblait étrangement normal, presque intact. Cette absence de preuves visibles accentua son trouble, car elle craignait que personne ne la croie, que cette agression soit interprétée comme un nouvel épisode de confusion mentale. Cette idée lui fit plus peur encore que l'attaque elle-même. Dans un élan mêlé de panique et de lucidité, elle comprit qu'elle devait agir rapidement, ne pas rester seule face à ce qu'elle venait de vivre. Mais la peur de ne pas être prise au sérieux la retenait encore, créant un blocage difficile à surmonter. Pendant ce temps, Jennifer, toujours éveillée, atteignait un point de bascule dans sa réflexion. Ce qui n'était qu'un doute devenait progressivement une interrogation plus structurée, presque une décision en gestation. Elle se rendit compte que continuer à repousser le choix ne ferait que prolonger son malaise. L'idée de reprendre ses études, bien que déstabilisante, commençait à lui apparaître comme une voie possible, peut-être même nécessaire. Dans cette prise de conscience, elle ressentit une forme de vertige, mais aussi un début de clarté. Ce n'était plus seulement une suggestion extérieure, mais une option qu'elle envisageait réellement, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Pendant ce temps, Morgane, quant à elle, tentait de rationaliser ses émotions, comme elle le faisait toujours. Elle analysait sa relation avec Baptiste sous tous les angles, cherchant une cohérence, un équilibre qui lui permettrait d'avancer sans se sentir déstabilisée. Mais cette approche, si rassurante en apparence, l'éloignait paradoxalement de ce qu'elle ressentait réellement. Elle comprenait que l'amour ne se maîtrisait pas comme une procédure, et que vouloir tout contrôler risquait de détruire ce qui faisait justement la spontanéité de cette relation. Cette realization ne la libéra pas immédiatement, mais elle marqua un début d'évolution, une ouverture vers une autre manière d'envisager les choses. Elle restait néanmoins partagée, incapable de lâcher totalement prise. Au pavillon des fleurs, Luna, de son côté, continuait d'observer la situation avec un regard attentif. Elle percevait les changements chez Baptiste, même subtils, et comprenait que quelque chose d'important était en train de se jouer dans sa vie. Elle savait, par expérience, que ce type de transition pouvait être déterminant, mais aussi dangereux si mal géré. Son inquiétude ne venait pas d'un jugement, mais d'une anticipation des conséquences possibles. Dans le même temps, au commissariat, Ariane poursuivait son raisonnement avec une précision méthodique. Chaque élément, chaque détail de l'affaire Ophélie s'imbriquait dans une hypothèse qu'elle ne cessait d'affiner. Elle refusait de considérer le certificat médical comme une simple contrainte. Pour elle, il s'agissait d'un indice supplémentaire, révélant une situation plus complexe que ce qui apparaissait en surface. Son instinct lui dictait que la vérité se trouvait ailleurs, peut-être dans les zones d'ombre du passé d'Ophélie, ou dans les liens qu'elle entretenait avec Hugo Basque. Rien n'était encore clair, mais tout semblait connecté. Pendant ce temps, dans la maison des Kepler, Vanessa finit par se lever, poussée par cette inquiétude persistante. Elle quitta sa chambre, avançant dans le couloir plongé dans la pénombre, guidée par une intuition difficile à expliquer. Chaque pas la rapprochait d'une réalité qu'elle ne soupçonnait pas encore pleinement. L'air semblait plus lourd, le silence plus dense, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Et dans cette progression lente, une certitude s'imposa progressivement. Quelque chose venait de se produire, quelque chose qui allait bouleverser l'équilibre déjà fragile dans lequel Ophélie tentait de survivre. Dans le couloir plongé dans une obscurité dense, Vanessa avançait lentement, guidée par une inquiétude qui ne cessait de croître à mesure qu'elle se rapprochait de la chambre d'Ophélie. Chaque pas résonnait comme un écho discret dans le silence nocturne, renforçant l'impression que quelque chose venait irrémédiablement de basculer. Arrivée devant la porte, elle hésita un instant, comme si une intuition la retenait d'aller plus loin, craignant de découvrir une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Pourtant, l'angoisse prit le dessus, et elle poussa doucement la porte, laissant apparaître une scène figée dans une tension presque irréelle. Ophélie se tenait là, appuyée contre le mur, le regard perdu, encore prisonnière du choc qu'elle venait de vivre.
Son souffle était irrégulier, son corps tremblait, et son silence en disait bien plus long que n'importe quelle parole. À cet instant, Vanessa comprit que quelque chose de grave s'était produit. Sans attendre, elle s'approcha d'elle, cherchant à établir un contact, à la ramener dans une réalité stable. Mais face à elle, Ophélie semblait encore suspendue entre deux mondes, incapable de formuler clairement ce qu'elle venait de traverser. Peu à peu, les mots finirent par émerger, hésitants, fragmentés, comme si chaque phrase demandait un effort immense. Elle évoqua une présence, une attaque, un sac qui l'empêchait de respirer, décrivant une scène qui, bien que décousue, portait la marque indéniable d'une agression réelle. Vanessa, en l'écoutant, sentit une peur sourde s'installer en elle, mêlée à une colère froide. Elle ne pouvait plus douter, Ophélie n'était pas simplement en proie à des hallucinations, quelqu'un avait pénétré dans leur maison et avait tenté de lui faire du mal. Très vite, Ulysse fut alerté par le bruit et rejoignit les deux femmes, découvrant à son tour l'état dans lequel se trouvait sa sœur. Son regard se durcit immédiatement, passant de l'inquiétude à une détermination presque instinctive. Face à cette situation, il tenta de garder une posture rationnelle, cherchant des éléments concrets, des indices qui pourraient expliquer ce qui s'était passé. Il observa la pièce, les fenêtres, les volets, analysant chaque détail avec précision. Cependant, comme Ophélie avant lui, il fut frappé par l'absence de traces évidentes. Rien ne semblait déplacé, rien ne trahissait clairement une intrusion, comme si l'agresseur avait disparu sans laisser la moindre empreinte. Cette absence d'éléments tangibles compliquait la situation, car elle risquait de rendre toute explication difficile à prouver. Pourtant, Ulysse ne remit pas en question la parole d'Ophélie, conscient que son état ne pouvait être simulé. Pendant ce temps, Vanessa, elle, ne cherchait plus à analyser, mais à protéger. Son instinct maternel prenait le dessus, la poussant à envisager toutes les hypothèses, y compris les plus inquiétantes. Très vite, une idée s'imposa à elle avec une force presque évidente, Hugo Basque. Qu'il soit vivant ou non, son ombre continuait de planer sur Ophélie, et cette attaque ne pouvait être qu'un prolongement de ce passé encore non résolu. Cette conviction, bien que basée sur peu de preuves concrètes, s'imposa comme une vérité intérieure difficile à ignorer. Elle regarda Ulysse, et sans même avoir besoin de le dire, comprit qu'il partageait cette même intuition. Dans ce climat chargé, une décision se dessina, plus urgente que jamais, il ne pouvait plus attendre. Retrouver Hugo devenait une priorité absolue, non seulement pour comprendre ce qui se passait, mais aussi pour mettre fin à une menace qui venait de franchir un nouveau seuil. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane poursuivait ses réflexions, ignorant encore les événements survenus chez les Kepler. Pourtant, quelque chose dans son raisonnement la rapprochait progressivement de la vérité, comme si les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Elle repensait à l'état d'Ophélie, à ses réactions, à ses contradictions apparentes. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une victime fragile, mais d'une personne au cœur d'une situation bien plus complexe. Dans cette logique, elle envisageait déjà de nouvelles pistes, cherchant à contourner les obstacles imposés par le certificat médical. Elle savait que l'absence d'interrogatoire ne signifiait pas l'arrêt de l'enquête, bien au contraire. Pendant ce temps, Jennifer, de son côté, se réveillait avec une sensation étrange, comme si la nuit avait modifié quelque chose en elle. Ses doutes n'avaient pas disparu, mais ils semblaient désormais plus structurés, moins chaotiques. Elle repensa aux paroles de Babette, à cette proposition d'aide concrète, et pour la première fois, elle envisagea sérieusement l'idée de reprendre ses études. Ce qui, la veille encore, lui semblait inaccessible prenait désormais une forme plus tangible. Cette évolution, bien que subtile, marquait un tournant. Elle comprenait que rester immobile n'était plus une option viable, et que son avenir dépendrait de sa capacité à faire un choix, même imparfait. Dans le même temps, Morgane, elle, poursuivait son introspection, mais avec une nuance nouvelle. Elle ne cherchait plus uniquement à analyser, mais à ressentir, tentant d'accéder à une dimension plus instinctive de sa relation avec Baptiste. Elle comprenait que sa peur de lâcher prise n'était pas un défaut en soi, mais une protection qu'elle avait construite au fil du temps. Pourtant, elle percevait aussi les limites de ce mécanisme, notamment dans le cadre d'une relation naissante. Cette prise de conscience ne résolvait pas tout, mais elle ouvrait une porte, laissant entrevoir la possibilité d'un équilibre différent, où contrôle et spontanéité pourraient coexister. Pendant ce temps, Baptiste, toujours pris dans l'élan de cette histoire, ne percevait pas encore les tensions qui se dessinaient. Il avançait avec sincérité, porté par ses sentiments, sans anticiper les questionnements plus complexes de Morgane. Cette différence de perception continuait de creuser un écart subtil entre eux, un écart qui, s'il n'était pas comblé,
pourrait devenir une source de déséquilibre durable. Au pavillon des fleurs, Luna, fidèle à son rôle d'observatrice attentive, suivait l'évolution de la situation avec une lucidité presque instinctive. Elle savait que certaines histoires pouvaient transformer une vie, mais aussi la fragiliser si elles n'étaient pas maîtrisées. Dans ce contexte, elle se préparait déjà à intervenir si nécessaire, non pour contrôler, mais pour accompagner, consciente que les décisions à venir pourraient être déterminantes. Pendant ce temps, chez les Kepler, la tension restait palpable. Ophélie, bien que légèrement apaisée par la présence de sa mère et de son frère, restait profondément marquée par l'attaque. Elle comprenait désormais que ce qu'elle vivait ne pouvait plus être ignoré ni minimisé. Quelque chose, ou quelqu'un, cherchait à la faire taire, et cette réalité changeait tout. Dans cette prise de conscience, une peur nouvelle émergea, plus structurée, plus concrète. Ce n'était plus seulement la peur de perdre la raison, mais celle d'être réellement en danger. Et dans ce basculement, une certitude s'imposa. La vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait plus rester cachée longtemps, car les événements venaient d'atteindre un point où tout risquait d'exploser. Au lever du jour, une lumière froide s'infiltrait dans la maison des Kepler, révélant sans détour les traces invisibles de la nuit précédente. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant, tout semblait différent, comme si l'air lui-même portait encore les stigmates de ce qui s'était produit. Ophélie, assise en silence, tentait de reconstruire les événements, mais chaque souvenir restait fragmenté, instable, difficile à saisir dans son intégralité. Elle savait ce qu'elle avait vécu, mais l'absence de preuves concrètes continuait de nourrir un doute insidieux. Vanessa, elle, refusait catégoriquement cette incertitude. Pour elle, l'attaque ne faisait aucun doute, et cette certitude renforçait une détermination nouvelle, presque inflexible. Elle ne se contenterait plus d'observer, elle agirait. Ulysse, de son côté, analysait déjà les implications de cette situation. Il comprenait que l'absence de traces rendrait toute démarche officielle plus complexe, mais cela ne diminuait en rien la gravité des faits. Au contraire, cela suggérait une préméditation inquiétante. Dans ce contexte, une idée revenait avec insistance, Hugo Basque. Son nom, déjà chargé d'un passé trouble, devenait désormais central, comme une clé capable d'expliquer cette escalade de violence. Vanessa formula alors ce que tous pensaient sans oser l'exprimer pleinement. Tant que Hugo ne serait pas retrouvé, Ophélie resterait en danger. Cette conclusion, brutale mais logique, transforma leur inquiétude en objectif concret. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane poursuivait son enquête avec une attention redoublée. Elle ignorait encore les événements de la nuit, mais son intuition la guidait vers une vérité qui semblait de plus en plus proche. Elle repensait à Ophélie, à ses réactions, à cette fragilité apparente qui, paradoxalement, soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Pour Ariane, quelque chose ne collait pas, et cette incohérence devenait le moteur de sa détermination. Dans son raisonnement, elle envisageait désormais la possibilité que l'état d'Ophélie ne soit pas seulement une conséquence, mais aussi un élément clé de l'affaire. Une pièce centrale, autour de laquelle tout s'organisait. Pendant ce temps, Jennifer, face à ses propres interrogations, se trouvait à un moment charnière. Ce qui n'était qu'un doute devenait progressivement une décision en formation, encore fragile mais bien réelle. Elle se rendit compte que sa peur n'était pas liée à l'échec, mais au changement lui-même. Reprendre des études signifiait quitter une zone de confort, accepter une remise en question, et surtout, s'engager dans une voie qu'elle ne pourrait plus ignorer. Cette prise de conscience, bien que déstabilisante, lui apporta une forme de clarté. Elle comprenait que rester immobile serait, à terme, plus douloureux que d'essayer, même au risque de se tromper. Dans le même temps, Morgane continuait de naviguer dans ses propres contradictions. Elle ressentait une attirance sincère pour Baptiste, mais aussi une résistance intérieure qu'elle ne parvenait pas à dépasser complètement. Elle comprenait que son besoin de contrôle pouvait devenir un obstacle, mais elle ne savait pas encore comment s'en détacher sans se sentir vulnérable. Cette tension intérieure restait irrésolue, suspendue entre raison et émotion. Baptiste, lui, avançait avec une simplicité désarmante, porté par ses sentiments sans chercher à analyser chaque détail. Cette spontanéité, qui le caractérisait, pouvait être une force, mais aussi une source d'incompréhension face à la complexité de Morgane. Entre eux, une dynamique se dessinait, faite de différences qui pouvaient autant les rapprocher que les éloigner. Tout dépendrait de leur capacité à trouver un équilibre, à accepter leurs contrastes sans les subir. Au pavillon des fleurs, Luna observait cette évolution avec une attention discrète mais constante. Elle savait que certaines histoires pouvaient transformer une trajectoire, et elle restait vigilante face aux signes, même les plus subtils.
Dans ce climat d'incertitude généralisée, chaque personnage avançait sur une ligne fragile, où les choix à venir auraient des conséquences durables. Rien n'était encore figé, mais tout semblait prêt à basculer. Pendant ce temps, chez les Kepler, la tension ne retombait pas. Ophélie, bien que entourée, restait marquée par ce qu'elle avait vécu, consciente que cette attaque n'était pas un simple incident isolé. Elle comprenait désormais que le danger était réel, tangible, et qu'il ne disparaîtrait pas sans une confrontation directe avec la vérité. Cette realization, bien que terrifiante, lui donnait aussi une forme de lucidité nouvelle. Vanessa et Ulysse, unis dans leur inquiétude, se préparaient déjà à agir, convaincus que l'inaction ne ferait qu'aggraver la situation. Leur objectif était clair, même si les moyens restaient à définir. Dans cette convergence de tensions, une certitude s'imposait progressivement. Tous les chemins semblaient mener à Hugo Basque, qu'il soit une menace réelle ou une ombre du passé revenu hanter le présent. Et alors que le jour s'installait pleinement sur le Mistral, une question restait suspendue, lourde de conséquences. La vérité, lorsqu'elle éclaterait, serait-elle capable de sauver Ophélie, ou risquait-elle au contraire de précipiter sa chute ?